Bonjour à tous. Cette vidéo est un peu particulière étant donné que c'est une réponse à une vidéo de Déborah de la chaîne Simplement Déborah. Alors je vous incite avant de visionner ma vidéo d'aller voir la scène étant donné que je ne vais pas critiquer toute sa vidéo mais simplement quelques extraits. Donc si vous avez besoin d'un contexte ou vous assurer que je ne vais pas tronquer de manière malhonnête sa vidéo, le lien est dans la description. J'ai décidé d'en faire une vidéo parce que j'avais posté un commentaire et qu'il a été modéré quasiment immédiatement. Et c'est pas une modération automatique parce que quelqu'un a eu le temps d'aimer mon commentaire. Donc c'est bien une modération manuelle. J'ai contacté Déborah en privé et elle m'a dit que c'était pas elle. Et je lui fais confiance là-dessus, donc pas la peine de l'insulter ou quoi que ce soit. Néanmoins, mon commentaire est toujours invisible. Donc j'en fais une vidéo. Donc, oui, je suis une femme qui va te dire comment être un vrai homme. Mais je peux le faire parce que n'oublie pas que j'ai des poils, donc je m'en rapproche, tu vois. Ce qu'elle fait s'appelle du womansplaining. C'est un terme sarcastique qui tourne en dérision le terme mansplaining, qui lui désigne des hommes qui osent avoir un avis sur la féminité qui diverge de celui de la femme à qui ils s'adressent. Sauf que voilà, Déborah est une femme et qu'elle parle des hommes, donc aux yeux du monde entier, elle a tous les droits et peut donc se permettre de parler du ressenti des hommes et dire ce qu'est un vrai homme ou pas à ses yeux. Parce que c'est pas une blague, hein. Au début je pensais que c'était le cas, mais non, elle dit vraiment ce que serait un vrai homme dans sa vidéo. Mais il suffit qu'une jolie femme sourie et on lui pardonne tout, alors Déborah ne se gêne pas. Un petit sourire accompagné d'un regard complice et ça passe comme une lettre à la poste. Moi je vais être quelqu'un de viril, moi je vais être fort. Et c'est parce que je suis fort, j'ai été élevée comme ça, je vais être un vrai homme, tu comprends? Donc là on s'enfonce dans l'hypocrisie. Non seulement elle lit dans cette vidéo ce qu'est un vrai homme, mais en plus, elle se moque de la vision qu'un homme a de sa propre masculinité. Mais le problème c'est qu'avec le temps, ça devient son identité. La phrase, si tu l'écoutes, c'est « tu es une jolie fille, tu es belle ». C'est plus « tu as fait quelque chose de beau » ou « ça c'est beau sur toi ». Alors tu pourrais dire que bah, c'est cool, ça veut dire qu'après elle a confiance en elle, tout ça, c'est vrai. Mais dans l'éducation, le fait de trop dire « tu es nanana », ça se transforme en « tu dois ». Et après, au fur et à mesure, au lieu de juste se sentir belle, on doit être belle. Bon là, la dissonance cognitive crève le plafond. D'un côté, elle dit qu'une simple remarque se transforme en injonction avec le temps, chose avec laquelle je suis d'ailleurs d'accord, mais 30 secondes avant, elle se moquait des sentiments d'une personne. Je veux dire, c'est pas cohérent. Se moquer du ressenti d'une personne a bien plus d'impact que de simplement lui faire une remarque. C'est comme si elle se plaignait des méfaits d'une grippe, par exemple, quand de son côté, elle envoie de l'anthrax par la poste. Tu peux pas te plaindre d'une certaine chose juste après avoir fait quelque chose de bien pire. Et en parallèle, c'est exactement pareil pour les hommes. Quand ils sont petits, on lui dit « tu es fort, tu es fort parce que tu n'as pas pleuré, ne sois pas comme une petite fille ». Mais non, mais t'es pas une petite fille, toi t'es pas un PD, hein, toi t'es fort, hein. Bon, le « tu es fort » au fur et à mesure du temps, ça devient une identité. Et ça devient aussi une obligation et ça se transforme en « tu dois être fort ». Donc c'est pour ça que c'est une forme de sexisme, parce que c'est quelque chose qui est typiquement... Non, dire aux hommes qu'ils doivent être forts n'est pas sexiste, il faut tirer les gens vers le haut et pas les conforter dans leur médiocrité. Ce qui est sexiste, c'est de défendre les femmes privilégiées par leur gynocentrisme quand ce sont en fait les hommes qui douillent. Si les hommes se sont toujours comportés comme les personnes fortes en société, c'est parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et les femmes n'ont jamais voulu le faire, tout simplement parce que c'est pas agréable ni enrichissant comparé à l'éducation des enfants, par exemple. Entre se tuer au front ou au fin fond d'une mine et rester éduquer ses enfants, aucune femme ou presque choisirait la mine ou la guerre. Et à vrai dire, personne ne le ferait en fait, même les hommes. C'est pour ça qu'ils étaient manipulés pour le faire. Alors certes, la rigidité du patriarcat fait que les quelques femmes voulant le faire étaient très souvent découragées. Mais certaines le pouvaient quand même pour peu qu'elles le veuillent vraiment. Les femmes étaient plutôt violentes pendant la Commune, par exemple. Donc si elles le voulaient, elles le pouvaient. D'autre part, les femmes sont constamment encouragées à être indépendantes aujourd'hui, et ce depuis plusieurs générations. Et ça marche, les femmes sont majoritaires dans les universités depuis près de 2 générations par exemple, donc elles le savent très bien qu'elles sont libres de choisir ce qu'elles veulent faire. Mais dans ce cas, pourquoi sont-elles toujours minoritaires dans l'infanterie? Parce que c'est un métier très dur et exigeant physiquement et qu'elles font le choix conscient de ne pas aller dans l'armée. Pourquoi sont-elles minoritaires parmi les époueurs? Parce que c'est un métier de merde, chiant et mortellement ennuyeux. Je pense qu'il faut que les féministes arrêtent d'infantiliser les femmes en faisant comme si elles étaient incapables de choisir pour elles-mêmes. Les femmes sont des adultes capables de réfléchir et il serait temps que les féministes prennent en compte les aspirations des femmes, même si ces aspirations sont différentes de celles des hommes et que ça plaît pas aux féministes. Il faut respecter les choix individuels. Que les choses soient claires, je suis pas en train de dire que les femmes sont des connasses ou quoi que ce soit, elles sont simplement égoïstes, tout comme les hommes le seraient s'ils n'étaient pas endoctrinés à se sacrifier. Donc venez pas me casser les couilles en me disant que je suis misogyne ou quoi que ce soit. La seule différence que je vois entre les hommes et les femmes, c'est que ces derniers ont dans la majorité des cultures dû se sacrifier pour la survie de la communauté, donc il ne s'agit pas de blâmer les femmes en tant que groupe, etc., ou même individuellement en fait. Prenons un exemple pratique pour illustrer. Le cas de Pingelap est intéressant, je sais pas si je le prononce bien par contre. Au XVIIIe siècle, un typhon a ravagé l'île. La communauté de 100 personnes a été réduite à 20 personnes, et il y avait un seul homme, le roi de l'île. Ce seul homme a réussi à sauver la culture en s'accouplant avec toutes les femmes. Résultat, 3 siècles plus tard, cette culture existe toujours, et elle est connue pour son haut taux de daltonisme suite à la consanguinité inévitable. Mais si les sexes avaient été inversés, c'est-à-dire 20 mâles pour une seule femelle, la communauté se serait éteinte en une seule génération. C'est pour ça que les hommes doivent se sacrifier au profit des femmes, pas parce qu'ils complotent en secret pour dominer les femmes ou je ne sais quoi, c'est juste de l'instinct de préservation.
Mais si les hommes doivent prendre plus de risques que les femmes, c'est normal qu'ils aient plus de droits en retour. Aux États-Unis par exemple, les hommes n'ont pas le droit de vote ni le droit de conduire une fois leur majorité atteinte, alors que les femmes, si. Les hommes doivent s'inscrire sur un registre ou une liste qui les enverra au front, qu'ils le veuillent ou non si besoin. 30% des pertes lors de la guerre du Vietnam étaient représentées par ces hommes-là. Un jour, ils finissent leur lycée et s'apprêtent à partir à l'université, ils viennent d'être majeurs. Mais non, direction la mort des 1000 km de chez eux. Putain, ce que c'est bon d'être dominant. Je me sens tellement privilégié d'un coup là, putain. Si le féminisme s'était battu une seule fois pour l'égalité dans toute sa putain d'existence, il se serait battu pour que les femmes prennent aussi cher que les hommes, puisqu'après tout, les femmes sont tout aussi capables que les hommes selon le féminisme. Je le répète, il s'agit pas de blâmer les femmes, il s'agit de blâmer l'hypocrisie des féministes qui voient constamment ce qui les arrange en matière d'oppression. Et si vous êtes une femme, bah vous êtes pas visée tout simplement. C'est pas à vos choix que je critique ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez, si jamais vous voulez pas être éboueur ou pas aller dans l'armée, bah franchement, je m'en fous, c'est votre vie, pas la mienne. J'ai pas mon mot à dire là-dessus. Les hommes ont toujours accepté leur rôle au nom des femmes. Le rôle des hommes était de les protéger, non pas parce qu'elles sont inférieures, mais parce que les hommes aiment les femmes, tout simplement, et parce qu'elles ont plus de valeur à l'échelle de la société. Les hommes devaient protéger les femmes de la dureté du monde. En retour, elles devaient contrebalancer ce fardeau avec de la douceur et de la reconnaissance, parce que ces hommes n'aimaient pas souffrir, pas plus que n'importe qui d'autre en fait. Le problème, c'est que si ce sacrifice constant et répété des hommes n'est plus reconnu, voire même méprisé comme c'est maintenant le cas, pourquoi les hommes continueraient de le faire en fait? Voici un extrait de la série The Punisher qui résume assez bien la situation, je trouve. There's a story I heard. There's a soldier in a hole and he can't get out, so he yells for help. An NCO comes by and says, "Suck it up, son. Dig deep." He gives the soldier a shovel. The soldier does as he's told and digs that hole deeper. Then an officer comes by, says, "Hell, son, use the tools your NCO gave you," and throws him a bucket. So the troop in the hole uses the shovel to fill that bucket. And the hole's deeper still, right? Next up, psychiatrist comes by, offers some drugs. Tells them, "This is gonna help you forget about the hole." And they do. But then the pills run out. Then a soldier comes up, a guy just like him, covered in mud and dirt, and he hears and yells for help. And that filthy soldier jumps down in the hole too. And the kid, he freaks out. "What are you doing?" Now we're both stuck in the hole. And the filthy soldier just smiles. He says, "Calm down, buddy. I've been here before. I know how to get out." Got a couple new faces in here today. Welcome. If you want to talk, talk. If you just want to listen, that's all good too. No judgment here, just brothers and sisters who understand. I just know that I fought for this country and that it's got no place for me. I don't know what the rules are anymore. All I know is that we risked our lives and we did terrible things. And it meant nothing when we got home. C'est exactement ce qui se passe avec les mectos, les hommes herbivores au Japon maintenant. Alors, c'est pas exactement la même chose parce que l'extrait parle de la guerre, etc., mais je pense qu'on peut quand même faire le parallèle. Les hommes sont fatigués. La différence avec autrefois, c'est que notre société est assez avancée pour que les femmes n'aient plus du tout besoin de protection. Donc en parallèle, les hommes n'ont plus aucun devoir envers les femmes. Alors tout simplement, ils vont arrêter d'en avoir quelque chose à foutre des femmes si les choses continuent comme ça. Dans la série, le gars finit par péter un câble et devient un terroriste. Mais c'est pas le cas de l'extrême majorité des hommes, tout simplement parce que, contrairement à ce que nous disent constamment les féministes, les hommes ne sont pas dominants ni violents en quoi que ce soit. Ils veulent juste faire leur vie de leur côté tranquillement et paisiblement. C'est tout. Oui, en fait, si tu te rends compte, il y a plein de femmes aussi qui ont envie de se sentir fortes. Mais c'est deux forces qui sont assez différentes de celles que je viens de t'énoncer avant. Bon, ensuite elle va parler des femmes. Dans une vidéo qui était censée parler des hommes, elle va passer la moitié de sa vidéo à expliquer ce qui fait qu'une femme est forte ou pas. Putain, dans ma première vidéo qui était dédiée aux hommes et à la malhonnêteté féministe sur le sujet, j'ai parlé 3 fois des femmes. J'ai même précisé qu'on sous-estimait leur nombre, et j'ai donc donné une estimation plus haute que celle des féministes. Et pourtant, on est quand même venu me dire que je minimisais le nombre de femmes. Le truc essentiel qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le fait de pas avoir d'émotion. Pourquoi? Ça fait du bien des fois de pleurer, des fois de se soulager. Non, je dis pas que tu dois être dépressive ou dépressif, et parce que c'est trop bien de pleurer toute la journée. Non, ce que je dis, c'est que des fois, punaise, si t'as envie de pleurer, même pour des choses heureuses, même un homme qui pleure devant des films d'amour, tu sais, c'est pas très bien vu. Genre, c'est un fragile, c'est un canard. Pourquoi on met des mots aussi négatifs sur des choses aussi positives? Le fait d'éprouver des émotions, c'est quand même magique, non? Les hommes taisent ou dissimulent leurs émotions tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Mets-toi à la place une seule seconde. Essaye de te mettre à la place d'un homme violé par une femme ou qui se fait battre par sa femme. Quel choix a-t-il à sa disposition? 1. Il se comporte en homme, comme le patriarcat le voudrait, etc. Donc c'est-à-dire, il prend sur lui, etc. Il agit en homme fort et tout. Voilà, premier cas. Deuxième cas,
Il prend conscience qu'il est une victime et qu'il mérite d'avoir de l'aide. Et du coup, il en demande. À qui il va en demander? Sérieusement, à qui? Il n'y a aucun refuge pour hommes battus, pour hommes violés ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun numéro d'appel pour les aider, pour les diriger vers quoi que ce soit, etc. Il en existait un seul qui était dirigé par Sylviane Spitzer, que j'avais déjà abordé dans ma première vidéo. Mais elle a dû arrêter après 8 ou 9 ans, je crois, de service, parce qu'il n'y avait pas assez de fonds. Où étaient les p***s de féministes à ce moment-là? Mais non, il faudrait ouvrir, je sais pas, un 50e refuge pour femmes, je sais plus combien il y en a, j'ai arrêté de compter à 43. Il y en a au moins 43 en France. Pareil pour les numéros d'appel, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a combien de campagnes de sensibilisation à la violence faites aux hommes en France, sérieusement? J'ai réussi à en retrouver que 2 qui avaient été diffusées en France, et elles étaient même pas françaises. Il y en avait une qui avait été diffusée sur Tumblr. Putain, sérieusement, Tumblr, combien d'hommes battus vont sur Tumblr, sérieusement? Et l'autre, c'était pendant la coupe de rugby, je sais plus quoi exactement. Là, à la rigueur, pourquoi pas. Mais c'était la seule. Toutes les campagnes de sensibilisation contre les violences conjugales excluent artificiellement les hommes. Sérieusement, pourquoi vous faites pas comme les campagnes contre le suicide, par exemple? Vous faites des affiches, une avec un homme, une avec une femme. Sérieusement, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Putain, ça fait 40 ans, plus de 40 ans même, qu'on n'arrête pas de vous le rabâcher. Bon, sérieusement, t'es capable d'avoir de l'empathie pour les animaux non humains, et c'est très bien. Hein. Mais t'es pas capable de comprendre ce que ressentent les hommes humains alors que t'es en couple avec l'un d'entre eux. C'est quand même énorme. Et puis même dans l'absolu, dire que les hommes sont montrés comme dominants parce qu'ils sont montrés comme forts, ça a juste pas de sens. Si tu regardes la corrida par exemple, l'entité, la chose qui est montrée comme forte, c'est le taureau. Pourtant, je pense pas que qui que ce soit irait dire que c'est lui qui domine. Donc oui, c'est sûr, éprouver des émotions, c'est magique quand t'es juste privilégié. Pour moi, c'est pas du tout ça être fort, et je pense qu'il y en a plein d'entre vous, dites-moi si je me trompe, qui pensent que c'est pas du tout être fort. Et j'aimerais bien avoir en commentaire votre avis sur ce que c'est d'être fort. Alors pourquoi je parle de sexisme inversé? Parce qu'on demande aux hommes d'être forts, pas parce que c'est cool d'être fort, mais parce qu'il faut qu'ils gardent cette position dans la société. En fait, c'est pas parce que les hommes doivent être forts, c'est parce que les femmes doivent toujours être un peu plus faibles. C'est-à-dire quoi le sexisme inversé? La plupart des féministes sur cette terre ont totalement conscience que les hommes vivent du sexisme. Mais pourquoi c'est du sexisme inversé? C'est du sexisme qui découle du sexisme envers les femmes. Et là, tu peux le voir, le sexisme du fait que tu dois toujours être fort et avoir cette pression d'y arriver dans ta vie tout le temps, pas montrer tes émotions et tout, c'est juste pour que les femmes, elles, continuent à être dans ce schéma de faible et toi de supérieur. Pause. Alors, je vais essayer de réfuter ce qu'elle vient de dire ici, mais juste avant. C'est pas la peine de me citer des bouquins féministes pour tenter de réfuter ce que je vais dire là. La plupart ne prouvent strictement rien de ce qu'ils disent. Ils le disent, ça paraît cohérent, mais c'est tout, et c'est clairement pas suffisant. Pour qu'une conclusion soit juste, il faut que le raisonnement soit correct et que la prémisse soit vraie aussi. Mais bien souvent, le raisonnement des féministes est bancal, et surtout, leur prémisse est tout le temps fausse, étant donné qu'ils étudient l'histoire en ayant déjà tiré leurs conclusions. Prenons un exemple purement hypothétique, celui des accidents de travail. Les femmes se blessent moins au travail, ça c'est vrai. Les faits montrent que c'est parce que les femmes ont des métiers moins dangereux, tout simplement. Ce que les féministes pourraient dire, tout simplement, c'est que les femmes sont plus habiles. En soi, c'est cohérent. Dans l'absolu, quelqu'un qui est habile a moins de chances de se blesser que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais plusieurs facteurs rentrent en jeu, mais les féministes sont incapables d'appréhender la complexité du monde et expliquent tout ce qu'on connaît par un seul facteur. Et pire encore, ils en sont fiers. Le féminisme, c'est une religion. On peut citer l'expérience de Sokal et Brigmont, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres cas. On pourrait aussi citer le cas de Lindsay Shepherd, mais j'aimerais peut-être en faire une vidéo complète. Autre exemple qui lui est plus concret, celui de la culture du viol. Ce concept a été théorisé par 2 personnes principalement, Susan Brown Miller et Peggy Reeves Sunday. La première est clairement malhonnête. Elle a utilisé des chiffres sur les fausses accusations de viol qui étaient locaux, non représentatifs et provenaient en fait d'une estimation d'un juge il y a 40 ans. Mais le chiffre qu'elle a trouvé, 2%, est encore utilisé aujourd'hui alors que myriades d'études ont réfuté ce chiffre. Globalement, les chiffres les plus sérieux que j'ai vus tournent autour de 8%. La deuxième, donc Sunday, elle était plutôt compétente, mais c'est la réception de ses travaux qui est à blâmer. Elle a étudié l'approche de la sexualité de plusieurs communautés patriarcales, et c'est elle qui a prouvé, entre guillemets, pas vraiment le cas, mais admettons, de manière empirique, le lien entre viol et patriarcat. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'elle n'a pas étudié les matriarcats, donc c'est elle juste la prise de pouvoir d'un genre sur l'autre, et non la prise de pouvoir de la masculinité en particulier, qui crée ce genre de dysfonctionnement dans la société. Et quand on voit ce qui se passe dès que les féministes ont le pouvoir, on peut légitimement se poser la question. Toutes les études portant sur les sociétés matriarcales ne sont pas vraiment pertinentes non plus. Elles sont généralement très faibles démographiquement. Or, si on compare la proportion de crimes à Paris, et dans un village de France par exemple, qui a avec une faible démographie, le nombre de crimes
proportionnellement à la population de Paris, sera beaucoup plus élevé, donc à Paris, que dans le petit village. Tout simplement parce qu'il y a plus d'habitants. Le sentiment d'appartenance est beaucoup plus faible à Paris, par exemple. Le deuxième, c'est qu'elle a exclu a priori les hommes comme étant victimes de viol. Donc c'est normal qu'on trouve que les femmes sont plus souvent violées si on exclut l'idée même qu'un homme puisse être victime. Là encore, ces études sont citées par les féministes aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, les cultures qualifiables de culture de viol que Sandel a étudiées n'avaient rien à voir avec la nôtre. Et il me semble même que Sandel l'avait dit en réponse à Brown Miller d'ailleurs dans une de ses études, mais j'ai pas réussi à la retrouver. On parle de cultures dans lesquelles la nuit de noces était considérée comme un échec si la mariée n'était pas en pleurs et traumatisée à la fin de l'acte. Ça, c'est une culture de viol. Les cultures occidentales n'ont rien à voir, mis à part pour les viols des hommes par des femmes, mais je doute que les féministes soient prêts à admettre que si on est dans une culture du viol, les premières victimes seraient des hommes. C'est juste pour que les femmes, elles, continuent à être dans ce schéma de faible et toi de supérieur. Les féministes nous disent que cette éducation avait pour but de maintenir une domination des hommes sur les femmes. Même sans s'attarder sur l'ineptie d'un tel plan, voyons ce qu'il en est dans le vrai monde de la réalité véritable. Voici ce que contenaient des manuels distribués à des jeunes garçons aux USA au début du siècle dernier. Certains sont des manuels scolaires. L'injonction au virilisme n'avait rien à voir avec une quelconque domination, mais tout à voir avec l'instinct de survie et une optimisation des ressources humaines. Les hommes sont plus forts en moyenne que les femmes, donc pour optimiser les chances de survie, c'est cette population qu'on va cibler. Mais comme je l'ai montré précédemment, les femmes n'étaient pas non plus complètement exclues des combats. On retrouve aussi cette idée plus haut dans ce manuel quand il y est dit que la santé des hommes n'a d'importance uniquement parce qu'ils doivent être aptes au combat. Ça n'a rien à voir avec des relations de domination. On le retrouve aussi dans la Convention contre le travail forcé de 1930 par exemple, dans laquelle tout le monde était exempt du travail forcé, sauf les hommes entre 18 et 45 ans. Dire que les hommes étaient montrés en dominant parce qu'ils étaient montrés comme plus aptes au travail, et quelles que soient leurs envies et aspirations, est ridicule. Ça revient à dire que les esclaves étaient perçus comme dominants parce qu'ils étaient dans l'exacte même position que les hommes à cette époque-là. Ils étaient forcés à travailler. La seule différence, c'est que les hommes étaient manipulés via l'éducation pour accepter leurs conditions de citoyens de second rang. Traiter les hommes de cette manière a simplement pour but d'avoir des esclaves étant intégrés dans la société, étant donné que les vrais esclaves, eux, n'étaient pas des citoyens. Donc si en fait, on commençait à régler le sexisme envers les femmes, ça enlèverait toute forme de sexisme envers les hommes. Le féminisme, c'est quoi? C'est le fait de vouloir l'égalité. Hein. J'ai déjà vu des commentaires comme ça. Moi, je suis pas féministe, je veux l'égalité des genres. Bon, et va m'expliquer ce que c'est la différence, je ne la connais pas. La différence, c'est que le sexisme est simplement une idée, quand le féminisme, lui, est une idéologie. Et d'ailleurs, c'est pas très cohérent parce que, à chaque fois qu'on débat de ça avec les féministes, ils nous renvoient vers la définition du féminisme. Pourtant, en parallèle de ça, ils nous disent qu'il n'y a pas de sexisme anti-homme, quand bien même la définition même du sexisme n'exclut pas le sexisme anti-homme, spécifiquement. Donc d'un côté, on a les antiféministes qui disent que la définition du féminisme n'est pas pertinente et que celle du sexisme est pertinente, et de l'autre, on a les féministes qui nous disent l'inverse, que la définition du sexisme n'est pas pertinente et qu'il faut se référer à la définition de l'encyclopédie par exemple, et que celle du féminisme, elle, est juste. Le problème, c'est que l'antisexisme est simplement une idée, elle n'a aucune valeur politique derrière. C'est comme l'antisémitisme par exemple, c'est juste la haine des juifs. Enfin, bon, l'étymologie est pas très pertinente, mais faisons simple. L'antisémitisme, c'est exclusivement la haine des juifs. Y a pas à chercher midi à 14h là-dessus. C'est pareil pour l'antisexisme, et forcément bon, pour le sexisme aussi. En revanche, se référer uniquement à la définition du féminisme pour définir le féminisme n'est clairement pas judicieux. Le féminisme n'est pas seulement une idée, mais une idéologie, avec un penchant politique. Et le féminisme doit répondre des actions dépendantes de ce penchant politique-là. Donc ce qui est fait au nom du féminisme définit aussi le féminisme. Donc du coup, il s'agit juste à chaque personne d'évaluer la part de responsabilité du féminisme dans ces actes-là et l'importance de ces actes-là qui vont normalement à l'encontre du féminisme, ou en tout cas de l'idée antisexiste. C'est tout. Et ça après, c'est à chacun de choisir, de définir sa limite. Imagine par exemple que à un instant T, tu adhères à un certain politique qui s'appelle le national-socialisme, et que ce parti-là, au début c'est rien de méchant, ils veulent juste défendre les ouvriers, etc. Bon ok, jusque-là tu vois, ça passe. L'idée de base c'est juste de défendre les ouvriers, le petit peuple et tout. Mais que si au bout d'un moment, ce parti politique-là, ce mouvement politique-là devient clairement antisémite et dangereux et tout ce que tu veux, bah forcément, tu vas te détacher de ce parti-là, de ce parti politique. Parce que ce parti-là est devenu néfaste, beaucoup plus néfaste que bénéfique. Donc, tu te détaches de ce parti-là. Tu n'es pas lié de manière innée à ce parti-là. C'est pas comme le fait d'être un homme ou une femme ou autre, ou enfin tout ce que tu veux, ou ta couleur de peau, ou j'en sais rien, tu vois. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est variable dans le temps.
tu ne nais pas avec, et même une fois que tu te définis tel quel, comme ça, genre comme féministe, c'est pas invariable, tu peux très bien changer. Donc c'est ça la différence. L'antisexisme n'a aucun poids idéologique ou politique derrière, alors que le féminisme, si. Donc si on est antisexiste, mais qu'on n'est pas d'accord avec la façon de faire ou l'idéologie globale qui s'accompagne chez le féminisme, et ben là on peut très bien être contre le sexisme sans être féministe. Et d'ailleurs, tu verrais que si jamais t'écoutais un petit peu l'opposition, tu verrais que l'extrême majorité des antiféministes sont bien plus antisexistes que vous et s'y prennent bien mieux. Alors, on a conscience que les hommes souffrent de sexisme. Fort heureusement pour vous, ce sexisme-là ne tue pas. Contrairement au sexisme des femmes qui parlent de féminicide, de viol. Alors oui, certes, c'est un sexisme, oui, certes, vous pouvez en souffrir. Et je suis contente pour vous, si vous n'avez pas à subir ce qu'on subit, profitez-en et aidez-nous à évoluer tous ensemble dans cette direction. Maintenant, on voit où est la priorité. Et je pense qu'elle est évidente de l'avoir la priorité. D'ailleurs, si tu t'intéresses un peu au sexisme, que tu sois un homme, une femme ou autre, je t'invite à aller regarder la chaîne Fantastasia qui en parle magnifiquement. Combien de pauvres hommes compte-t-on abattus, violés, Huh? agressés, torturés, séquestrés? That's it, I'm out of here. Rebonjour tout le monde, donc la vidéo est finie. Je me rends compte juste à la fin du montage que je suis assez énervé dans cette vidéo au final. Je précise que j'ai eu beaucoup de mal à faire les enregistrements. J'ai dû le refaire vraiment beaucoup de fois. J'ai dû faire en tout 4 séries, où à chaque fois je pensais qu'elle était bonne, et pendant le montage je me suis rendu compte que non. Entre les problèmes d'élocution, les ambulances et les scooters, le texte qui n'avait juste pas de sens, etc. Je crois que j'ai recommencé 4 fois. Enfin là c'est la 4ème fois, donc j'ai recommencé 3 fois. Donc je précise encore une fois que c'est pas une attaque personnelle envers Déborah. Même si je trouve qu'elle dit un peu beaucoup de la merde, c'est vraiment pas une mauvaise personne ni rien. J'ai discuté pendant assez longtemps, enfin pas mal de fois avec elle, en privé, et elle est vraiment sympa, tout ça, donc c'est pas la peine de l'attaquer ou quoi que ce soit, elle est pas méchante ni rien. Ah oui, sinon, si jamais je réagis comme ça par rapport à Fantastasia, c'est juste que dans l'une de ses dernières vidéos, elle avait mis un petit carton, donc c'est la vidéo que j'ai incrustée dans l'extrait des Simpsons. Elle avait incrusté en jaune, je sais plus ce qu'elle avait mis, mais en gros que les féminismes étaient les hommes battus, les hommes violés ou une énormité du genre. Et du coup, j'avais posté un commentaire pour lui dire que non, et je lui avais, donc très poli, très courtois, pour lui dire que non et lui expliquer pourquoi. Et bah mon commentaire a été modéré, donc il est pas supprimé, je peux encore le voir, mais quand je me connecte à YouTube et à sa vidéo sans mon compte, bah je peux pas le voir. J'ai reposté 2 fois, j'ai divisé mon commentaire en plusieurs parties pour voir ce qui n'allait pas, mais je peux pas, mon commentaire est constamment modéré. Donc merci Fantastasia.